Bonjour. Quelques minutes, la glanée, c'est le soir qui tombe. Il y a une paix incroyable qui s'installe là sur la campagne. Et je vais en profiter. Il y avait quelques questions qui étaient arrivées aujourd'hui, ou en tout cas qu'on m'a fait passer, qui ont mis particulièrement intéressant. Je me suis dit qu'il était temps de continuer notre petite aventure au cœur de la connaissance, au cœur d'une vraie science de l'homme. Je dis ça parce que hier soir, j'ai assisté à un débat très très intéressant. Alors une discussion très très intéressante, bien que le mot débat ne me fasse pas peur. Une discussion très très intéressante de laquelle moi j'ai retenu une idée forte. Il est temps de bâtir une science de l'homme basée sur ses besoins et une science non idéologisée. Actuellement, nous avons des sciences de l'homme qui étudient l'homme à partir d'un postulat idéologique, en grande partie marqué par le darwinisme, le pasteurisme, pour ce qui est de la santé, et qui veut finalement nous amener à une simple réflexion, une simple conception, c'est que l'histoire tout entière n'avait qu'un seul but, c'est d'amener l'humain là où il en est actuellement, comme une espèce de parachèvement sublime de l'évolution humaine. Nous sommes au point le plus beau de notre évolution, et l'évolution tout entière ne pouvait tendre que vers cela. Tout ça, c'est de la pure idéologie. Or, nos sciences de l'homme ont été bâties en grande partie bien pour donner un justificatif, une espèce d'assise, de pseudo-assise scientifique, à cette idéologie du progrès, cette idéologie de l'évolution, qui est une idéologie qui finalement ne fait que servir la peur, l'idéologie marchande, l'idéologie consumériste. Et c'est à peu près ce qu'on vit actuellement. Et il est vraiment temps de bâtir une science de l'homme qui soit basée sur les besoins et sur la vérité du fonctionnement de l'humain. La vérité d'ailleurs, une science qui soit basée sur la vérité des fonctionnements naturels. Parce qu'il y a des lois, qui prévalent à l'échelle du vivant. Une science, non pas de l'homme, mais une science du vivant qui partent des besoins, qui partent de la vérité et d'une vérité qui soit intangible. Il n'y a pas 36 vérités, il n'y en a pas 36 000, ça je le dis souvent, il y a une vérité du fonctionnement du corps humain, il y a une vérité du fonctionnement des écosystèmes naturels, il y a une vérité dans l'apprentissage par les enfants, il y a une vérité dans tout ce que l'on va rencontrer. Et ce qui a été magnifique dans ce débat hier, dans cette rencontre, ça a été de constater à quel point finalement des personnes qui sont de différentes origines et qui étudient chacune, on va dire, avec des angles d'approche différents, qui l'éducation, qui la physiologie, qui l'économie, qui le politique, on arrive exactement aux mêmes conclusions. Quand ça se passe, c'est magnifique. On se regarde dans les yeux et là on se dit waouh. En fait, on a touché une seule et même vérité. La même vérité qui prend de multiples expressions. Et ça, pour moi, c'est ce qui est joyeux parce que je sais aussi que cette vérité, elle est imprimée en nous. Et c'est pour ça que quand on rencontre ce message, que ce soit en termes de physiologie d'alimentation, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de culture, ce qui a donné la permaculture, ça fait sens, ça nous percute. On se dit, mais je le savais déjà, je le savais, c'est une évidence. Et puis on se met à être complètement retourné. Pourquoi ? Parce que c'est une révélation. Révéler quelque chose, ça veut dire, mettre en lumière quelque chose que l'on savait déjà. Pourquoi est-ce qu'on le savait déjà ? Parce que c'est la vérité qui nous constitue, c'est la vérité qui nous a fait chair, c'est la vérité qui nous a construit. Il y a une vérité dans ces lois, il y a une loi qui s'étend à tous les domaines, et cette loi, on la connaît. À l'intérieur même de nos cellules, elle est écrite. Cette loi, elle nous détermine complètement. Si on la connaît, on est libre de la respecter, ou pas. Mais au moins, on n'accusera pas le mauvais sort. Si on ne la connaît pas, on n'a quasiment aucun moyen de ne pas être soumis à quelque chose qu'on appelle l'arbitraire. L'arbitraire, c'est quand on ne connaît pas les lois et que finalement, les lois, elles se rappellent à nous d'une façon totalement impromptue et aléatoire. Non. L'important, c'est de connaître ces lois. Après, à chacun, par son libre arbitre, de choisir s'il veut les respecter ou pas. Ça, c'est une question de conscience personnelle. Mais au moins, on ne pourra pas aller accuser tel ou tel de nous avoir précipités. Là, on prendra sa totale responsabilité. Et le but de tout ce qu'on fait là, c'est ça. C'est bâtir une science du vivant qui ne soit pas idéologisée. De bâtir une science du vivant qui ne soit pas à la gloire de l'homme et à la gloire de l'intellect, mais une science du vivant qui soit à la gloire du vivant. Du vivant tel qu'il a été créé, qui est magnifique, qui est à la fois d'une simplicité et d'une complexité
totale, qui a des mécanismes de régulation qui jouent dans tous les sens. Parce que ces mécanismes de régulation n'ont qu'un seul but, c'est de maintenir la vie coûte que coûte. C'est-à-dire que cette vie est un combat permanent contre la mort, et il y a contre la désagrégation, contre la dissémination, et il y a en nous, autour de nous, dans le vivant, des milliers de processus régulateurs qui vont jouer le rôle de tampon, qui vont équilibrer, qui vont ralentir cette progression. Et ça, à constater, c'est absolument magnifique. Alors, dans ces vidéos, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que l'illustrer, que le comprendre, que le regarder, que l'étudier. Et on va partir tout de suite. Erreur grossière. Acidification du sang, urine, cellules. Très important. Il y a quelqu'un de l'équipe qui m'a mis très important. Je ne sais pas de qui c'est signé. Bonjour, je suis professionnel de santé et j'ai disposé d'un bioélectronigramme, ok, je ne sais pas ce que c'est, que j'ai utilisé sur plusieurs dizaines de patients. Ouais. Ce dernier m'a confirmé ce que sait déjà toute personne qui a étudié la bioélectronique et fait des mesures. Qu'une personne qui pisse acide, principalement entre 4 et 6, dispose d'un sang quasiment symétriquement opposé en alcalose. 8 à 9,4, veille de la mort, cancer du rein par exemple. Et sauf erreur, les cellules vivent dans le sang et pas l'urine. Ouais, les cellules ne vivent pas dans le sang, mais par contre les cellules sont au contact du sang. Des centaines de milliers de mesures ont déjà été faites. On ne trouve pas de sang acide que dans 2% des cas pour certaines pathologies bien spécifiques et connues. Effectivement. Je ne remets pas vos motivations ni votre honnêteté en doute, juste que l'enfer est pavé de bonnes intentions et vous ne voulez pas des milliers de morts sur la conscience. Intéressant. Alors, l'urine. Je me permets de répondre parce que je vois pas de nom. Merci en tout cas, merci de cette communication. Je ne suis absolument pas d'accord par contre, mais c'est vraiment intéressant d'en discuter. Le bioélectronigramme confirme ce que sait déjà toute personne qui a étudié la bioélectronique et fait des mesures, qu'une personne qui pisse acide dispose d'un sang quasiment symétriquement opposé en alcalose. Que je m'abuse, le but de l'urine, c'est d'éliminer les produits acides, des protons H+, d'accord? Je ne vois pas comment une urine ne pourrait pas être acide. Le sang est effectivement très rarement acide, pour la bonne cause, et parce que le sang ne peut pas devenir acide. De la même manière, le sang est très rarement alcalin, parce que l'alcalose métabolique, ça arrive rarement, et c'est un cas, d'habitude c'est juste lié à une trop grande consommation de bicarbonate de soude, ou alors c'est lié à des pertes de chlore, par vomissement, perte de chlore, perte de sodium aussi, ça peut amener à une alcalose métabolique. Mais c'est très rare. Pourquoi? Parce que le sang doit rester dans une valeur extrêmement stricte. Mais pour qu'elle reste dans une valeur extrêmement stricte, eh bien il y a des systèmes tampons, des systèmes d'équilibrage. Je l'avais illustré dans la vidéo sur l'amaigrissement récemment. Et ces systèmes d'équilibrage, eh bien, ils vont faire tous leurs efforts toute la vie, finalement, pour compenser ce qui pourrait acidifier ou ce qui pourrait alcaliniser en excès. Donc je ne suis absolument pas d'accord. Il n'y a pas de sang en alcalose, comme il n'y a pas de sang en acidité dans les conditions normales. Par contre, il y a, oui, une urine acide, parce que je ne vois pas sinon où iraient les produits acides dans notre organisme. Il y a une urine acide, et pour s'en convaincre, il suffit de pisser des lames de rasoir quand on a une cystite. Ce n'est que le point le plus extrême, finalement, de l'acidité urinaire. Pour s'en convaincre, il faut avoir des selles qui nous brûlent régulièrement pour se rendre compte qu'il y a des acides qui sont évacués par les selles. Les acides, il faut bien qu'ils sortent tous les jours, même sans compter ce qui vient de l'alimentation. On oublie toutes les toxines liées à l'alimentation, tous les produits toxiques et acides liés au stress. On les oublie. Il y a simplement le métabolisme cellulaire. Nos cellules, elles fonctionnent, elles produisent des déchets. J'ai déjà dit, le fonctionnement métabolique dans le cerveau, il produit de l'acide phosphorique. Au niveau du muscle, il produit de l'acide lactique. Au niveau de... quand on est en endurance, en anaérobie, on produit de l'acide carbonique. Au niveau des candidoses, on produit de l'acide urique, de l'acide sulfurique au niveau des intestins, parce qu'il y a des candidoses. Le métabolisme des protéines assure la production d'acide urique. Il y a des acides, il y a des milliers d'acides qui sont produits dans notre corps et qu'il faut évacuer tous les jours. On les sort par où? Je veux bien que l'urine ne soit pas acide, on les sort par où? Non, évidemment, je continue à maintenir qu'une bonne urine est une urine acide. Vaut mieux pas qu'elle soit à 4, parce que là, elle est très acide.
hein. On est plutôt en cystite qu'en LA4, mais une bonne urine est plutôt aux alentours de, je sais pas, c'est difficile de faire des... Ça peut fluctuer, mais minimum, on va dire 5, 5,5 de pH, et puis entre 5,5 et 6,5 à peu près. Là, on a une urine qui évacue effectivement les déchets. La méconnaissance de cette donnée fait que la plupart du temps, on considère comme normal quelque chose qui est pathologique. Ensuite, des centaines de milliers de mesures ont été faites, on ne trouve de sang acide que dans 2% des cas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. On me dit, oui, mais le sang, il ne peut pas être acide. Mais bien évidemment qu'il ne peut pas être acide. Bien évidemment. Mais pour qu'il ne soit pas acide, il y a des systèmes tampons. L'œdème, qui diminue la concentration des produits acides, la captation de minéraux, donc la déminéralisation, qui conduit directement à l'anévrisme et à la déminéralisation globale, et le stockage dans le système lymphatique qui fait les globulés de graisse. C'est juste ça. Donc ben voilà, je suis désolé. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est bien joli, mais je ne crois pas à vivre en enfer, loin de là, au contraire. Et puis, c'est bien joli, tout ça, mais après, il y a la pratique et il y a l'expérience. Il y a des centaines et des centaines de témoignages sur le livre d'or. Il y a des centaines de témoignages à peu près partout dans les commentaires. Ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines et des centaines. Il y en a peut-être même plusieurs milliers de témoignages. De personnes qui évacuent enfin leurs acides, qui évacuent enfin leurs acides par les reins, qui filtrent enfin. Et ça, pour moi, c'est un moment clé même dans le processus de régénération. C'est quand enfin les reins filtrent et qu'ils peuvent enfin évacuer des urines des acides au lieu de simplement évacuer de l'eau. À ce moment-là, la régénération, elle grimpe à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'on commence à enfin avoir la capacité métabolique d'éliminer les acides. Donc c'est quelque chose de primordial. Voilà. J'étais en désaccord profond. Mais enfin, merci pour la question. Question de Quasi. Bonjour. J'ai recommencé les jus il y a 3 mois tous les matins. Ou j'ai commencé les jus il y a 3 mois tous les matins. J'ai froid après et j'ai du mal à me réchauffer même avec du thé. J'ai été opéré de la thyroïde il y a 7 ans et prends du Levothyrox 150. Ah ouais, tous les matins. TSH à ce jour 1,79. Que me conseillez-vous dans les plantes thyrovie ou glandes endocrines? Que puis-je prendre pour me réchauffer? Vive le cru. Ouais. La thyroïde est la glande du métabolisme. Je vous l'ai déjà dit, la thyroïde joue sur le métabolisme en augmentant finalement l'utilisation de l'oxygène au niveau de la cellule. S'il y a plus d'oxygène qui arrive, la cellule, elle turbine beaucoup plus. S'il y a moins d'oxygène, la cellule, elle ralentit son activité. C'est comme ça que joue la thyroïde via les hormones T3 et T4. Visiblement, vu les doses de Levothyrox qui sont consommées, il y avait une hypothyroïdie majeure. Ça veut dire ralentissement du métabolisme. Ralentissement du métabolisme, c'est juste ça. C'est ralentir. Moi, d'habitude, je suis en hyperactivité et je vais à toute vitesse, je parle très vite et personne ne me comprend. Mais si j'étais ralenti au niveau de la thyroïde, si je n'étais pas dans une forme d'hyperthyroïdie, d'une certaine manière, parce qu'il y a des caractères glandulaires, comme l'a montré le docteur Changautier, il y a des pathologies, mais il y a aussi des caractères. Il y a celui qui va être plutôt hyperthyroïdien, celui qui va être plutôt hypothyroïdien, sans que ce soit un trait pathologique. Eh bien, moi, j'ai plutôt un caractère d'hyperthyroïdien. Fin, mince, parlant vite, un peu hyperactif, hyperthyroïdien. À l'inverse, l'hypothyroïdien va être ralenti, plutôt prompt à l'embonpoint, il va plutôt avoir froid aux extrémités et tout son métabolisme va être lent. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir besoin de manger souvent, alors que l'hyperthyroïdien, le profil hyperthyroïdien, va avoir besoin de faire des petits repas très souvent. Il va grignoter toute la journée. On va lui dire, mais tu manges tout le temps. C'est le truc qu'on me dit le plus souvent, c'est Thierry, tu grignotes tout le temps. Ben oui, c'est ça. C'est l'hyperthyroïdien qui fonctionne comme ça. Donc, dans ton cas, il y a une hypothyroïdie. Hypothyroïdie veut dire ralentissement de tous les processus métaboliques dans l'organisme. Que tu aies froid n'est pas anormal. C'est juste totalement normal. Pourquoi est-ce que les jus pourraient donner froid? Il y a une raison, 2 raisons possibles. La première, c'est que tes jus soient majoritairement composés de fruits. Si tes jus sont majoritairement composés de fruits,
et que tu as des difficultés à oxyder les acides faibles des fruits par la respiration, c'est-à-dire que tu es sous-vital, comme je le dis, eh bien s'il y a trop de fruits particulièrement contenant des acides faibles, c'est-à-dire des oranges, des kiwis, des fraises par exemple, ou si tes fruits ne sont pas particulièrement mûrs, eh bien tu vas avoir une surexposition aux acides faibles qui va créer une forme de frilosité. Et d'un. Deuxième processus, s'il n'y a pas trop de fruits dans tes jus, c'est que c'est un processus de détoxination qui est lancé, qui va donc pomper de l'énergie dans ton organisme. Alors, quelle serait la solution? Alors, il y en a plusieurs. Premièrement, tu peux continuer à prendre ces jus en estimant que, si ce n'est pas parce qu'il y a trop de fruits dedans, en estimant que le processus de détoxination est aussi bienvenu, et contrecarrer un petit peu cet refroidissement en mettant par exemple un peu de piment dans tes jus. Ça va créer une légère vasodilatation périphérique, ce qui veut dire que ça va ramener le sang aussi dans les parties périphériques. Et tu auras beaucoup moins froid, c'est bien connu. Mange un peu de piment et ça te réchauffe jusqu'aux extrémités. Et deux. Deuxièmement, il y a une plante qui est fabuleuse pour soutenir finalement la capacité, la chaleur corporelle pendant surtout le froid en hiver, comme pour la résistance au froid. Cette plante, elle s'appelle l'astragale. L'astragale, Astragalus membranaceus, que l'on retrouve dans le mélange pour les glandes surrénales chez ABC de la Nature, qui est une plante régénérante des glandes surrénales, qui est une plante adaptogène fabuleuse. Qui plus est, moi, c'est ma plante préférée en termes de goût. Je mange l'astragale à la petite cuillère. J'aime bien la maca, mais alors l'astragale, c'est de loin la meilleure. Astragale et fenugrec, j'aime beaucoup le fenugrec aussi. L'astragale va permettre une meilleure adaptation au froid. De toute façon, cette difficulté d'adaptation au froid, elle est liée à quoi? Elle est liée au ralentissement de tout ton métabolisme. C'est pour ça qu'il est primordial. Eh bien, tu me dis que tu es à 150 de lévothyrox. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Que tu es en hypothyroïdie massive. Tu as été opéré de la thyroïde. Est-ce qu'on te l'a enlevé? Si on te l'a enlevé totalement, c'est plus compliqué. Si on te l'a enlevé partiellement, il va s'agir de faire en sorte, en décongestionnant cette zone, eh bien, de relancer le fonctionnement thyroïdien. Parce que tu comprends bien que ce n'est pas en apportant des hormones thyroïdiennes à une certaine dose, puis les cachets, on a du mal à les couper, les cachets de lévothyrox, en les apportant à une certaine dose une fois par jour, qu'on va arriver à mimer, ne serait-ce qu'un tant soit peu, le fonctionnement extrêmement précis, fabuleusement même précis de la glande thyroïde, qui en permanence, sur sollicitation de la glande pituitaire, eh bien, produit des hormones thyroïdiennes. On ne peut pas mimer ça, on n'est jamais à la hauteur. Toutes nos tentatives de mimer ça ne sont pas à la hauteur. Donc le principal objectif pour moi, sera de permettre la reconstruction de cette glande thyroïde, la régénération au sens propre de cette glande thyroïde. Et ça marche, on a des témoignages, je vais vous en donner un encore plus beau, là, un de ces jours-là, de témoignages, là, pas tarder, je vais rencontrer quelqu'un qui va nous raconter un petit peu comment sa glande thyroïde a vraiment été repartie avec une hypothyroïdie majeure, à peu près à la hauteur de la tienne. Donc, qu'est-ce que je prendrais dans ces cas-là, quand on a froid, particulièrement, excusez-moi, j'ai un petit peu digressé. Thyrovie est très intéressant effectivement pour régénérer toute cette zone, en pensant que cette zone est aussi congestionnée parce que les intestins sont congestionnés, donc travailler sur la sphère intestinale. Et glande endocrine, oui, pour soutenir bien tout le système nerveux autonome qui va être responsable de la force de contraction du cœur, la pression, non pas le rythme. Le rythme cardiaque est contrôlé par la glande thyroïde, la pression sanguine, donc ce qui va faire que le sang va aller jusqu'aux extrémités, est contrôlé par les glandes surrénales. Typiquement, les gens qui ont les doigts froids, les pieds froids, les lèvres bleues qui grelottent en permanence, ce sont des gens qui ont des glandes surrénales épuisées, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes fatigués. Voilà, j'espère que ça saura t'aider, quoi, si. C'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent. Effet indésirable. C'est une question de Cossurel. Bonjour. Passer de carnivore à crudivore doit provoquer des effets indésirables. Or, je ne trouve nulle part réponse à cette question. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, parce qu'il n'y a pas d'homme carnivore. Ce n'est pas parce qu'on mange un peu de viande qu'on est carnivore. Un régime carnivore, c'est un régime basé quasi exclusivement sur la viande. Et puis les carnivores, ils ont des particularités morphologiques au niveau des longueurs des intestins.
Ils ont des canines aussi. Hein. Nous, on n'en a pas de canines, vous savez, hein, malgré le nom. Hein. Je vais vous choper. Chamois! J'ai un chat, il est un peu sauvage. Je ne sais pas si on va arriver à l'attraper. Je vais vous montrer ce que c'est que des canines. Viens, mon gros, viens. Viens là. Viens, petit. Première apparition télé de chamois. Viens, mon gars. T'es fait pour la scène, toi. Je le sais. Allez, lustre ton poil. C'est un chat cool, hein. C'est un chat indépendant. Il est tranquille. Ça va être rapide, certainement, parce que vous allez voir, il n'aime pas qu'on l'attrape. Viens ici, mon gars. Viens, 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 viens. Viens, mon chamois, viens. Viens, 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 Dave. Viens, Dave. Viens là, viens là, viens là. Hop. Alors, chamois. Oui, oui, oui. Alors, il faut regarder rapidement. Montre-moi tes canines. Montre-moi tes canines. Ouais, alors ça a été rapide. J'espère que vous avez vu les canines. En tout cas, vous attrapez un chat un peu plus policier dans votre voisinage, non, parce que nous, c'est un chat d'intérieur, enfin, c'est un chat de maison, mais c'est un chat autonome. Il chasse par lui-même. On ne l'a jamais nourri. Il est assez fabuleux. Mais il a son caractère, ce qui est très bien aussi. Et donc, vous allez voir, les chats, ils ont 2 dents extrêmement pointues. On appelle ça des canines. Les chats sont des carnivores. Nous, on n'a pas de canines. On a beau appeler ça des canines, ça n'a rien à voir. Vous voyez, toutes mes dents sont toutes à la même hauteur. On n'a pas de canines. C'est idéologique d'appeler ça des canines. C'est même grotesque. Je vais vous montrer, moi, des canines. J'essaierai d'intégrer une photo. Regarde où on en est au niveau de la vidéo. Hop, 21 minutes. Je vais vous mettre une photo de canines. Vous allez voir ce que c'est. J'essaierai d'attraper chamois subrepticement la nuit à la caméra infrarouge. Donc déjà, nous ne sommes pas carnivores. Donc on ne peut pas passer de carnivore à crudivore. On va passer de omnivore, catégorie qui n'existe pas, qui veut dire simplement que on peut manger de tout sans être immédiatement pulvérisé sur place. Ce qui est malheureux, parce qu'à la limite, si on était pulvérisé sur place, dès qu'on mangeait quelque chose qui n'est pas adéquat, ou pas tout à fait adéquat, bah, au moins il y en aurait un ou deux qui auraient été pulvérisés, puis rapidement on aurait compris. On serait dit, ok, pas bon, je barre. Ok, on essaye un nouveau truc, les produits laitiers. Le mec il disparaît complètement, ok d'accord, désolé pour toi. Finalement par élimination, on aurait gardé les produits qui étaient adéquats. Non, là on est omnivore, ça veut dire qu'on peut manger de tout. C'est pas que ça soit bien, mais on peut manger de tout. La vache est aussi omnivore que nous. La vache, on te dit c'est une herbivore. Non, elle est omnivore, regarde. On lui donne des farines animales, hein, et la vache, elle vit. Après, elle a des comportements quelque peu aberrants, hein. Elle se comporte un petit peu de manière faux-folle, d'accord, l'humain aussi, rassure-toi, mais elle vit. Hein. Il y a la maladie de la vache folle, on n'a pas encore isolé la maladie de l'humain fou, et pourtant, c'est ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire hyperactivité, agressivité, maladies diverses, hein, violence psychologique, dépression et tout, ça c'est la maladie de l'humain fou. De l'humain fou, pourquoi? Parce qu'il se croit omnivore alors qu'il ne l'est pas. Il n'est pas, même pas crudivore, l'humain, il est frugivore. Frugivore, par nature, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se nourrit essentiellement de fruits et de pousses vertes. Un petit peu d'insectes dans son régime alimentaire, ouais, ça rentre. Un petit peu de produits animaux, ouais, un tout petit peu, c'est pas grand-chose, mais ça rentre et ça fonctionne. Alors, passer de carnivore à crudivore doit provoquer des effets indésirables. Or, je ne trouve nulle part réponse à cette question. C'est une super question. Qu'est-ce qu'on appelle des effets indésirables? Si toute ta vie, on t'a appris que toute sensation que tu éprouvais, tout petit malaise, tout petit bouton, toute petite rougeur, hein, était indésirable, alors il peut y avoir des effets indésirables. C'est ce qu'on appelle exactement la détoxination. La détoxination, c'est quoi le principe? C'est que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou même 10 ans, hein, pas la peine de se la jouer, parce que pour ceux qui ont 12 ans et qui regardent des vidéos, hein, déjà en 10 ans, vous pouvez accumuler sérieux. On va se faire une vidéo aussi, hein, pour les ados, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Ouais, tu as 10 ans même, tu as 10 ans d'accumulation de déchets. Puis consciencieusement, hein, du style matin, midi, soir et même à 4 heures. Hein, la totale. Et puis d'un seul coup, waouh, t'as compris. Là tu te dis, je vais tout laisser sortir. Ouais, sauf que tu as 10 ans et tu vas essayer de le faire sortir en 10 jours. Ça va être dense. Hein. 1 an par jour. Tu vas essayer de faire sortir 1 an de déchets en une journée. T'imagines, ça va saturer, donc ça va sortir de partout. Où ça va pas pouvoir sortir. Et ça va venir même qui peut créer des petites douleurs, des petites raideurs, des petits malaises. Voilà ce qui peut se passer. La sagesse même veut qu'on aille doucement,
Alors bon, pas parce qu'on a fait 30 ans de vie normale, si tant est que ça soit plutôt au sens de norme que de normalité pour l'humain, donc de plus grand nombre. Hein. C'est pas parce qu'on a fait 30 ans de vie normale qu'il faut passer 30 ans à se détoxiner. Hein. On peut aller plus vite. On peut aller plus vite, puis après on passe à autre chose, hein, parce que c'est bien joli de détoxiner, mais une fois qu'on a fait un peu le ménage, qu'on a placé la balayette, hop, on passe dans la construction. Mais quand même, y aller progressivement, c'est toujours une très 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 bonne idée. Et plus on ira doucement, plus les effets indésirables seront absents. Plus on est fatigué aussi, et moins on va avoir une capacité à sortir ces produits, et plus on va devoir aller doucement. Donc, la patience, à part qu'il y ait une pathologie lourde, hein, qui oblige à se dépêcher, ben la patience est toujours la meilleure option. Voilà. C'est quoi les effets indésirables? C'est ça. C'est uniquement ça. En fait, les seuls effets indésirables qu'on mesure chez certaines personnes, c'est trop d'empressement, trop de rapidité, hein, trop d'exclusivité dans le régime, hein, pas assez de ration alimentaire, donc un système trop faible, hein, ou des personnes épuisés, qui vont trop vite. Donc en fait, c'est juste une question de vitesse, c'est juste une question de tempo. C'est pour ça que ça me fait doucement rigoler quand on me dit « Ah, il y a des témoignages de gens, ça n'a pas marché, leur régime crudivore. » Et ça ne peut pas ne pas marcher, puisque de toute façon, c'est comme ça que fonctionne le corps humain. Donc ça ne peut pas ne pas marcher. Par contre, nous, on peut faire des erreurs sur la façon d'y arriver. Ok, hein. Faut avoir l'humilité de reconnaître que c'était des erreurs, qu'on est allé trop vite d'un certain côté, qu'on n'a pas respecté les contraintes qui étaient les nôtres, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris connaissance de comment était notre terrain. Hein. Quelqu'un qui est en survitalité, hein, qui est en embonpoint, hein, qui a beaucoup d'énergie, qui est très sanguin, ben ça ne va pas se passer de la même manière que quelqu'un qui est tout maigre comme ça, qui est épuisé. On ne va pas leur proposer le même programme. Celui qui est survital, on va lui proposer un programme de rugbyman, hein, j'y vais à fond. Hein, et puis celui qui est épuisé, on va lui proposer un programme tout doux, en rapport. Si on inverse, ben, celui qui est survital, ben, ça ne va pas bouger, et celui qui est sous-vital, eh ben, ça va mal se passer. Et donc, c'est ça, quand on me dit, il y a des échecs dans le crudivorisme. On ne peut pas parler d'échecs. On ne peut pas parler d'échecs. De toute façon, pour que ça soit un échec, il faudrait avoir poussé l'expérience jusqu'au bout. Or, on n'a jamais poussé l'expérience jusqu'au bout. Hein. Quand il y a échec, c'est juste que quelqu'un, au premier symptôme, ou au deuxième, ou au troisième, a fait demi-tour. Et c'est pas mal. Mais on ne peut pas parler d'échecs. On parle de symptômes qui n'ont pas été acceptés. Et comme les symptômes n'ont pas été acceptés, ben, on se dit que, même si c'est inconscient, on se dit qu'on préfère en rester là. On préfère, même si on a compris, garder cette toxicité à l'intérieur, et ce n'est pas un problème. Chacun peut faire ce choix. On préfère la garder que la sortir. Pour d'autres, ce n'est pas acceptable. Ils préfèrent aller au bout. Juste pourquoi? En tout cas, pour moi, je parle pour moi, simplement pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'un humain qui fonctionne de manière adéquate? Et moi, déjà, dans ma vie, c'est un truc hallucinant. Quand je vois la sollicitation que j'ai actuellement, qui est importante, qui est très importante, avec un rythme de vie qui est certainement pas du tout adapté à la régénération. Et je le sais pertinemment. C'est pour ça que ça va à la vitesse que ça va pour moi, parce que je ne respecte pas ce besoin vital, parce que j'en ai pas envie. Je préfère m'abandonner dans ces recherches, dans ce service et dans cette joie, que de passer du temps à me régénérer. Ça me fait beaucoup plus de bien à moi de faire ça. J'ai perdu mon fil. Et je commençais à être vraiment fatigué. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu complètement mon fil. Bah. Chamois? Non, j'imagine qu'il a peut-être quelque chose à me dire. Non, ben non. Donc, plouf plouf. Il va falloir prendre du Gotucola. Voilà. Il y a ces phénomènes de détoxination qui sont plus ou moins présents. Hein. Et on en fait une espèce d'épouvantail. Si tu continues, tu as la grande méchante détoxination qui va venir te chercher. Comme ça, avec des yeux rouges, des cornes, hein, une langue qui pend, et puis elle est toute hirsute comme ça, avec des pieds cornus, et puis 3 bras dans le dos. C'est le truc énorme qui nous attend tapis derrière la porte. Eh non, hein, faut pas rigoler. Si on le fait avec douceur, avec progressivité, hein, c'est pas un chemin de croix. Sinon, il faudrait être maso, le mec qui fait des vidéos pendant des heures pour promettre aux gens de souffrir atrocement parce qu'ils vont faire sortir et expier leurs toxines. Ça n'a rien à voir. Hein.
C'est un chemin, moi, que j'aime bien appeler un chemin de repentance, mais au sens le plus beau du terme. C'est juste qu'on prend conscience, enfin, et on prend la responsabilité de quels ont été nos agissements précédents, sans aucune culpabilité. On n'est pas mauvais, hein, on a juste fait des choix erronés parce qu'on n'avait pas les données en main. Donc, il n'y a pas d'effet indésirable, hein, à part si on va trop vite. Hein. Et ils ne sont même pas indésirables, ça sera ponctuel, il suffira de calmer le jeu. Et si tu détoxines trop fort, c'est simple, tu coupes les fruits, surtout les fruits contenant des acides faibles, tu blindes sur les légumes, tu réintroduis un petit peu de féculents, un petit peu de céréales, tu alourdis la charge calorique, tu mets légumes, hein, un petit peu de fruits bien denses au besoin, pas de fruits avec des acides, et tu vas voir, tu vas calmer le jeu. Pas plus compliqué que ça. Tu reminéralises à fond et c'est pas plus compliqué que ça. Donc non, il n'y a pas vraiment d'effet indésirable. Il peut y avoir des moments un peu plus sur le parcours, hein, mais c'est juste une question de vitesse. On continue demain matin. Bon, on reprend ces petites questions. Il y en a encore qui sont arrivées pendant la nuit. On va commencer par ça. C'est là, mamie, très important et très rigolo. Alors pour ça, il faut le voir. Jean Signalé. C'est une question de Jean, d'ailleurs, tiens. Salut Thierry. Il y a une personne sur le web qui dit que tu es possédé par l'esprit de Jean Signalé. Non, ne ris pas. Que je suis possédé par l'esprit de Jean Signalé. C'est intéressant, ça. Jean Signalé est mort jeune. Cela m'intrigue. Sais-tu pourquoi? Cela ne discrédite-t-il pas toute son approche? Cela ne discrédite, oui, il y a un mot qui manque. Cela ne discrédite pas-t-il toute son approche? Enfin, voilà. Est-ce que ça discrédite pas toute son approche? Dans un autre registre, il semblerait que tu sois sataniste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Car l'adresse internet de ton compte YouTube contient le chiffre 66. Ah, ok. Et si j'habitais à proximité de Lyon, je serais adepte du cunilingus parce que je ferais 69. Et 66, c'est mon département de naissance, c'est la Catalogne, d'accord, les Pyrénées-Orientales. Et effectivement, il y a mon adresse YouTube, enfin mon compte YouTube. Vous savez, les comptes YouTube, on ne peut pas les changer en fait. C'est Thierry66 Pastèque. C'est vrai que c'est un truc que j'avais créé à l'époque. Mais ouais, non, c'est mon département. Comment peux-tu expliquer cette malveillance? Remarque que tant que la critique se bornera à ça, tu n'as rien à craindre, entre guillemets. Merci pour tout ce que tu n'apportes, Jean. Alors, bon, à part les histoires là, des possessions par les esprits, par les mauvais esprits, non, je ne savais pas que j'étais possédé par l'esprit de Jean Signalé. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'il est mort jeune? Bon, il est mort jeune, il est mort à 60 balais. Il y en a qui meurent plus jeunes. Ça, c'est un truc qui est amusant. C'est que, en fait, on se rend vraiment compte que la pensée dialectique a complètement disparu de notre monde. C'est-à-dire que le système éducatif actuellement ne pousse pas à construire des individus qui sont capables de raisonner par eux-mêmes. Jean Signalé est mort à un certain âge. Le problème, c'est que quand on voit un individu, on ne connaît rien du bagage génétique, du jeu de cartes qu'il a eu en main au début de sa vie. T'as des gens, ils vont mourir à 45 ans et c'est déjà une performance extraordinaire parce qu'ils n'étaient même pas viables dès le départ. Et t'en as d'autres qui vont mourir à 60 ans et c'est un scandale parce qu'ils avaient un potentiel de vie jusqu'à 90, 100, 110, 120 ans. Et c'est un gâchis. Donc on ne peut pas juger du potentiel d'une personne. C'est pour ça, quand on me dit, ouais, celui-là, regarde, celui-là, il mange cru et il a toujours un problème au poumon. Ou regarde, il mange cru et il est encore tout maigre. Ou il mange cru, il est encore tout gros. J'ai dit, mais d'accord, mais comment sais-tu dans quel état il serait s'il ne le faisait pas? Tu n'as aucun moyen. Le problème, c'est que on est un monde de l'adhésion et on n'est pas un monde de la conviction. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, il a des gros muscles, donc ce qu'il fait est bien. Non mais attends, et le mec, il a peut-être un bagage génétique, un vécu aussi, il a fait de la gymnastique ou je sais pas quoi, qui explique son développement musculaire. Ça, je veux dire, ça n'a aucun sens de vouloir mimer, pas parce que tu vas manger le même truc que celui qui a des gros muscles, que tu vas avoir des gros muscles. Ça marche pas comme ça. Pour Jean Signalé, c'est exactement la même chose. Jean Signalé, qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien que dans toute sa famille, il y avait un gros historique de cancer du pancréas. Ça veut dire donc qu'il y avait une très forte faiblesse émonctorielle au niveau du pancréas, dont il a hérité, effectivement. Jean Signalé a été soumis à un stress énorme. Pourquoi?
tiens, tu me poses la question, comment peux-tu expliquer cette malveillance? Donc j'imagine à mon encontre. Pas de la malveillance, c'est gentil. Moi, entre guillemets, tant qu'on me dira que je suis possédé par l'esprit de Jean Seignalé, que je suis satanique parce que j'habite dans les Pyrénées-Orientales, je t'avoue que ça me fait plutôt rire, ça me fait plutôt un bon petit quart d'heure de détente qu'autre chose. Donc pas de souci de ce côté-là. C'est pas de la malveillance, ça c'est plutôt gentil. Et, peut-être qu'un jour il y aura vraiment de la malveillance, mais là ça n'en est pas. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jean Seignalé? Mais comme toujours pareil. Quand quelqu'un essaye d'ébranler un petit peu les structures établies, les structures qui sont bien figées, puis les bonnes grosses doses de peur, mais qu'est-ce qui se fait? Il se fait tirer à vue. Jean Seignalé s'est fait tirer à vue. D'abord et avant tout par ses plus proches collaborateurs, par tout le milieu médical et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il a proposé une approche de la santé ou de la maladie qui passait par le biais de l'alimentation, qui remettait en cause cette espèce d'énorme mammouth qui est le mammouth alimentaire. La baguette, le fromage et le vin français qu'on essaye de justifier à grands coups de pub. Les produits laitiers sont bons pour la vie, sont nos amis pour la vie et ainsi de suite. Des campagnes qui sont financées par notre argent. C'est du dogmatisme. C'est surtout une incapacité à se remettre en cause. Et Jean Seignalé en a fait directement les frais. De toute façon, toutes les personnes qui prennent le parti d'aller un petit peu contre le conformisme ambiant qui nous tue, s'en prendre plein la figure, obligatoirement, et il faut l'accepter. Si tu veux porter une idée nouvelle et que tu n'es pas prêt, finalement, à renoncer, à toutes ces notions d'amour propre, d'ego, et ainsi de suite. Souvent on me dit, mais Thierry, pourquoi tu réagis pas aux critiques et tout? Mais je m'en fous. Toutes ces minutes que je pourrais passer à réagir à des critiques qui sont toujours de l'insulte. Le jour où il y aura vraiment une critique constructive, c'est-à-dire qu'il y aura des arguments, ça vaudra le coup de débattre et de discuter. Là, ça serait intéressant. D'ailleurs, j'attends toujours qu'il y ait des arguments qui tiennent la route. Ça m'intéresserait. Enfin, qu'il y ait quelqu'un qui se lance dans une argumentation, dans un argumentaire vraiment construit. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux que je perde mon temps à aller argumenter? Oui, toi, on se croirait dans la cour de récré. C'est moi qui ai dit, c'est toi qui ai dit. Non, c'est toi l'âne. Tout ce que je dis, mon âne. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ça. C'est de la querelle de cour de récré. Ça n'a aucun sens. C'est qui a dit le dernier mot a gagné. Je m'en fous. Ça, il faut être accepté de prendre ce truc-là sur soi. Et pareil, si vous apportez, entre guillemets, si vous prétendez apporter un nouveau message de régénération à votre entourage et ainsi de suite, il faut vous attendre à des critiques. Parce qu'il va y avoir des forces de résistance. Et donc, il s'agit de surtout pas rentrer dans la polémique, de continuer à apporter le meilleur, de continuer à témoigner de notre nouveau statut. Et c'est ce que je dis souvent, si tu prétends apporter la régénération aux autres, puis que dès qu'ils te sortent un argument, tu pètes les plombs, tu t'énerves, tu casses tout, sérieusement, tu vas manquer de crédibilité. Donc, si ton système nerveux est au repos, c'est tout ton système nerveux qui est au repos, y compris ton étoile à 5 branches. Donc, voilà, tout se calme, tout redescend. Et on témoigne par notre attitude, par le fait de ne pas rentrer dans ce genre de conflit qui ne sert à rien, qui est complètement stérile, qui est juste de l'agitation, de l'excitation. L'excitation certainement due à des systèmes nerveux un petit peu agressés finalement par les produits neurotoxiques. Donc, le fait que quelqu'un soit mort jeune ou mort vieux, gros ou maigre, musclé ou pas, grand ou petit, ne veut rien dire de son mode de vie. Parce qu'on ne connaît pas quelle était finalement la base. Si tu as quelqu'un qui, génétiquement parlant, par l'héritage qu'il a de ses parents, est grand et fort, on va dire que l'épigénétique, donc l'expression de ce code génétique en fonction de l'environnement, va avoir toutes les chances de le pousser vers en étant grand et fort. Sauf que, même grand et fort, il peut contracter une maladie étant plus âgé. Pourquoi? Parce que même en ayant un système métabolique et éliminatif très puissant, il va quand même, par accumulation, ne pas s'en sortir. Tu vas avoir à l'inverse quelqu'un qui part avec un patrimoine génétique extrêmement faible et qui va mener sa bonne vie maintenant, bon an, mal an. Et toi, tu vas dire, oh ouais, mais lui, regarde, il mange super bien, il est tout... je sais pas, il n'a pas l'air en super forme. Regarde son voisin, là, il est en super forme. Mais le mec, il est en train de réaliser une vraie performance. Il est en train de transformer une 2 chevaux en Ferrari, ou en tout cas, en voiture longue distance. C'était une bagnole qui était pas faite pour rouler plus de 15, 20 ans ou 25 ans, et encore en cas autant. Et là, il est en train de lui faire un long parcours. Et c'est une véritable performance. Le truc, c'est que on est rivé aux formes et aux symptômes. Donc on voit la forme du corps et on en déduit comment est l'individu.
Hein. C'est-à-dire qu'on juge de l'état de la peau, on dit que cet individu est en santé. Non, je veux dire, il y a des tas de produits qui sont tous les produits que tu peux imaginer pour masquer l'état de la peau. Donc ça ne veut rien dire. Le vrai état de santé ne résulte pas du fait de masquer les symptômes. Le vrai état de santé ne résulte pas de ce qu'on voit à l'extérieur. Le vrai état de santé, il se vit à l'intérieur. Et c'est propre à chacun. C'est à chacun de connaître ça. C'est pour ça que j'invite tous les gens, finalement, plutôt que de croire un tel, dire oui, j'ai fait des gros muscles en mangeant ceci. Non, à s'intéresser à la physiologie, déjà, et deuxièmement, de faire l'expérience par eux-mêmes. Et là, ils comprennent. Ils sont touchés par cette vérité dont je parlais tout à l'heure, cette vérité, cette évidence même qui nous transperce littéralement. Donc, je ne suis pas possédé à ce que j'en sache par l'esprit de Jean Sénialé. Je ne sais même pas si j'ai son bouquin encore, j'ai dû le donner. Le fait qu'il soit mort jeune ne discrédite absolument pas son approche. Hein. Et dans un autre registre, il semblerait que tu sois bon, je ne suis pas sataniste, je le confirme, au contraire. Quel délire. Quel délire, les mecs. Quoi? Voilà. Bon, écoute, Jean, c'est bien, c'était rigolo pour recommencer. Ça fait une bonne matinée. Alors. Cholangite sclérosante associée à une rectocolite ulcéro-hémorragique. Oulala. J'ai fait connaissance. Alors, c'est une question de Didier. Tout ce que vous me dites me parle à l'intérieur, super. Je voudrais vous poser une question qui concerne mon fils de 19 ans qui a été hospitalisé à 16 ans pour une cholangite sclérosante associée à une rectocolite ulcéro-hémorragique. L'équipe médicale a mis 15 jours pour arriver au diagnostic, mais je dois dire qu'ils ont plutôt été efficaces. Super. Pour faire court, mon fils a une médication à vie pour traiter sa cholangite qui, étant une maladie auto-immune, ne se guérit pas. Je lis un peu partout que la durée de vie est limitée. Ouais, c'est cool. À 19 ans, c'est un super programme, ça. Tu as une fois évoqué la cholangite dans une vidéo, mais très sommairement. Connais-tu cette maladie, entre guillemets précisément, et peux-tu donner des infos sur son origine et donner des conseils? J'aimerais soumettre tes solutions à mon fils qui n'est pas très réceptif de prime abord. Ouais, il n'est pas très réceptif de prime abord, mais si on lui a dit que le diagnostic c'était que dans 10 ans, il allait sucer les pissenlits par la racine, j'imagine que ça va le rendre beaucoup plus réceptif. Qu'est-ce que c'est que cette cholangite inflammatoire, sclérosante primitive, c'est une atteinte inflammatoire, alors qu'on dit idiopathique. Alors quand on dit idiopathique, hein, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est une atteinte inflammatoire des canaux biliaires. C'est-à-dire, tu as le canal hépatobiliaire qui part de la vésicule biliaire et qui arrive jusque dans les intestins. Tu as aussi une rectocolite inflammatoire. Donc dès que tu as IT, de toute façon, tu as un état inflammatoire. Enflammé par quoi? Par les acides. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Maladie auto-immune, 1. Ok, maladie auto-immune, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire maladie auto-immune? Ça veut dire que les tissus sont tellement chargés de cellules anormales que le système immunitaire se déchaîne pour nettoyer tous ces tissus. Eh bien, le seul job qu'on pourrait faire, c'est nettoyer avant. C'est-à-dire permettre que les cellules se nettoient pour que les cellules restent intègres. Une atteinte auto-immune, quand vous entendez auto-immune, ça veut simplement dire toxicité intracellulaire qui fait que les cellules ne sont plus reconnues par le système immunitaire lui-même. Donc, il y a une rectocolite ulcéro-hémorragique. Je veux dire, dès que ça brûle, dès que ça ulcère, dès que ça enflamme en HIT, on parle de quoi? On parle d'acide. On parle uniquement d'acide. Donc, ton fils est bouffé par les acides. C'est-à-dire que au niveau du canal hépatobiliaire, c'est mangé par les acides. Au niveau des intestins, c'est mangé par les acides. Pourquoi? Parce qu'il mange lui-même des acides. Parce que le foie est mangé par les acides. Parce que je te rappelle que quand les aliments passent par la bouche, oesophage, estomac, intestin grêle, s'ils passent ensuite dans le milieu intérieur, c'est dans le sang. Et dans le sang, ils sont ramenés immédiatement via la veine porte au niveau du foie, où ils sont traités, d'accord? Où ils sont transformés et ainsi de suite. Et c'est normal que le foie soit hyper acide. Si ce qu'on met dans la bouche est acide, le premier organe interne à être touché, ça va être le foie, obligatoirement. Puisque tout ce qui passe par les intestins, si on réfléchit, quels sont les premiers tissus touchés par les aliments acides et par l'acidité des aliments? Eh bien, c'est tous les tissus qui sont en dessous de l'estomac. La digestion se passe dans l'estomac, la déminéralisation commence en dessous de l'estomac globalement. C'est tous les tissus qui sont en dessous de l'estomac. Donc, intestin grêle et gros intestin, côlon. Okay, si ensuite ça passe dans le milieu intérieur, qu'est-ce qui va être touché directement? La veine porte et
Le foie, puisque c'est le premier organe qui est touché par ce sang qui charrie des matériaux qui sont des matériaux toxiques et qu'on essaie de neutraliser à tout prix. Donc ça va être d'abord le foie, et puis après, ça va être tous les autres organes, jusqu'aux organes éliminatifs qui sont eux-mêmes lésés. Donc, peux-tu donner des infos sur son origine et donner des conseils ? Son origine, c'est uniquement l'agression, l'acidité permanente au niveau des intestins. Pour moi, c'est catastrophique. Quand je vois tous ces gens qui souffrent de colite, de rectocolite, d'inflammations diverses, de maladies de Crohn, qui passent leur temps à être pliés en deux sur les toilettes tellement ils ont mal, tout ça, c'est une erreur d'aiguillage en matière alimentaire. C'est juste qu'on a fait les mauvais choix. On a oublié qu'on ne pouvait pas bouffer des acides. C'est juste ça. Et c'est dramatique pour moi, parce qu'on voit des gens dont la vie est brisée, littéralement, pour simplement une petite erreur alimentaire. Et ensuite, une addiction. Donc, si j'étais, entre guillemets, à ta place, je pousserais mon fils à changer drastiquement son régime alimentaire pour amener une désinflammation maximale de cette zone-là, par un apport colossal de jus de légumes. Alors là, c'est jus de légumes à fond. Les fibres des légumes, il ne va pas les supporter. Peut-être les fibres des fruits très très mûrs, non acides, c'est-à-dire des bananes très très mûres écrasées à la fourchette, par exemple, ça peut passer. Mais avant tout, des cures de jus de légumes, en quantité, en quantité, en quantité, en quantité. J'éviterai tous les aliments acides pendant pas mal de temps, c'est-à-dire céréales, produits laitiers, produits animaux. Limite, moi, je me nourrirais de légumes cuits à la vapeur, s'il veut avoir une densité et puis ne pas transitionner trop rapidement. Énormément de jus de légumes et quelques fruits très mûrs écrasés. Si les bananes passent bien, il peut aller sur la banane. D'habitude, c'est le dernier fruit qui passe bien. Enfin, c'est le premier fruit qui passe bien pour ceux qui sont enflammés, ou c'est le dernier fruit à supprimer quand on est enflammé. C'est celui qui passe encore à peu près le mieux. Hyper mûr, les bananes, vraiment écrasées à la fourchette, tu laisses un petit peu s'oxyder et tout, et ça passera mieux. Mais voilà ce que je ferai immédiatement. En fait, ce qui se passe, c'est que le foie se nettoie en permanence et il se nettoie aussi via le canal hépatobiliaire. Donc, si le foie est engorgé de produits acides, le canal hépatobiliaire, il charroie des produits acides. C'est un état inflammatoire généralisé, c'est rien de plus. C'est vraiment rien de plus. Alors... Fibrose pulmonaire. Ouais, alors on va faire une vidéo sur les fibroses. On va faire une petite vidéo spéciale sur les fibroses et les scléroses, puisque ça revient exactement au même. Donc on va faire une petite vidéo thématique. Donc ça, je le range. Alors, une question de Annie. J'ai longtemps hésité avant de t'envoyer la question, mais au final, j'ai besoin de ton aide pour comprendre le phénomène, aller à la cause des causes. Je suis suivi par un ophtalmologiste pour un glaucome aux deux yeux. La tension oculaire n'est pas mauvaise, 14-15, et cependant, cette année, le scan montre une perte de quelques fibres du nerf optique. Mon médecin me dit que ce n'est pas lié à la tension oculaire. Mais alors, à quoi bon? Oh si, ça arrive très très souvent. Le nerf n'est-il pas assez nourri? Y a-t-il une relation avec le système nerveux? Oui. Comme tu sais, je suis tes vidéos depuis 2 ans et demi. Je prends des jus de légumes, des crudités, végétariennes à 80%. La seule difficulté concerne le fromage de chèvre que je vais réduire petit à petit. Ouais, mais ça, c'est le genre de truc, tu vois. Quand quelqu'un est massivement sur un régime cru, voilà, c'est pas un petit peu de fromage chèvre de temps en temps. C'est clair que c'est pas idéal, mais je doute que ce soit le facteur. Je mange des fruits, des graines, parfois je suis encore tenté par des aliments sucrés, mais je veux vraiment comprendre le pourquoi de ce phénomène. Est-ce à mettre en relation avec les choses dans ma vie que je ne voulais pas voir? Ouais, alors ça c'est pas du tout mon truc. Ça c'est la langue des oiseaux, tu veux pas voir quelque chose, alors t'as ton nerf optique qui dégénère et tout. Moi ça c'est... Ceci mis à part, les réunions du groupe Régénère Nord-Pas-de-Calais vont reprendre la grande joie des participants, ainsi que les manifestations dans lesquelles nous allons promouvoir la régénération et les jus. Super, Annie. Qu'est-ce que c'est qu'un glaucome? C'est une maladie dégénérative du nerf optique. Il est certain qu'une pression importante au niveau de la boîte crânienne comprime les nerfs du nerf optique et viennent les détériorer. Et un glaucome, que ce soit une atteinte directe du nerf optique par les acides, ou que ce soit une atteinte du nerf optique par la pression importante qui est exercée par la pression directement dans la cavité crânienne et puis au niveau de la rétine, on parle toujours d'une seule et même chose, c'est congestion.
congestion, congestion, congestion. Par expérience, avec les glaucomes, la première des choses à faire, c'est commencer à décongestionner. Mais on ne se rend pas compte à quel point on peut avoir une quantité de mucus et de matière, mais stagnante dans ces parties-là. C'est-à-dire, je pense qu'on ne prend pas la mesure de l'état de congestion globale dans notre organisme. Moi, je te dis ça parce que, là, par exemple, je fais une expérience. J'ai voulu vraiment tester à haute dose une plante que j'aime énormément et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, c'est l'ortie. Donc, j'ai testé à très haute dose l'ortie et surtout les graines d'ortie qui sont particulièrement nettoyantes, particulièrement stimulantes, enfin pas stimulantes, mais soutenantes et relançantes pour tout le système surrénalien et qui amènent aussi à des gros nettoyages. Et donc j'ai pris de la graine d'ortie en très grande quantité. Et au bout de 3-4 jours, j'ai commencé à faire couler un mucus par mon nez, et là, ça fait 5-6 jours que ça n'arrête pas. Ça coule, et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et je me demande d'où ça sort. Alors bien sûr, le mucus se forme au niveau des muqueuses, mais le mucus, il transporte quelque chose, parce que c'est chargé. Qu'est-ce qui coule? C'est tous les produits qui étaient encore stagnants, parce qu'il y en a toujours, il y en a encore, et encore, et encore, et encore. Un glaucome, ça veut juste dire que c'est encore bien chargé à ce niveau-là. Moi, ce que je ferai, c'est gros programme de lavement, irrigation colonique pour nettoyer tout ça, drainer tout ça, continuer avec des produits pour faire bouger la lymphe un maximum, exercice physique, un exercice physique adapté dans lequel tu vas bouger la tête. Alors ça, c'est idéal, c'est trampoline ou course à pied, ça c'est pas mal. On agite la tête et là, ça permet vraiment de faire circuler, de drainer tout ça. Ça serait assez idéal. C'est juste une pression, c'est rien de plus. C'est rien de plus. Et il n'y a pas d'autre chose à faire que de décongestionner cette zone-là. Il n'y a pas de raccourci. Alors comment est-ce qu'on fait pour décongestionner? Selon les personnes, je te dis, on fait du sport, activité physique importante, de toute façon, pour décongestionner, surtout la partie supérieure. Ensuite, il y a l'autre option, c'est irrigation colonique, lavement et ainsi de suite. À quoi je pensais là? Il y avait un truc qui me venait en tête. Irrigation. Oui. Ce dont je voulais te parler, c'est par exemple aussi lancer délibérément un processus de détoxination. Tu sais que pour dissoudre un petit peu les mucus et les stagnations dans ton corps, les acides faibles des fruits sont la panacée finalement. Donc, si ça fait 2 ans et demi que tu as fait une transition, j'imagine que ton corps au niveau émonctoriel et tout, il doit fonctionner correctement, ça serait à vérifier. S'il fonctionne correctement au niveau des émonctoires, par exemple se faire une bonne petite cure de raisin, et le raisin il y a des tanins, alors ça je peux te dire que les tanins pour faire bouger la lymphe, c'est exceptionnel. Il y a des sacrés tanins dans le raisin. Il y a de l'acidité, de l'acide tartrique par exemple dans le raisin. Et ça, un acide faible, ça, pour dissoudre et faire bouger, je peux te dire 10, 12, 15 jours, 3 semaines de cure de raisin, tu vas voir qu'au niveau des mucus, ça va mobiliser. Ça va mobiliser sérieusement. Moi, ça serait l'option que je choisirais, à titre personnel. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, Annie. Et bravo pour votre démarche. Alors. Alors, c'est une question de... Ah oui, quand vous voulez pas qu'on cite votre prénom, mettez-le bien en tout début de question, ou voire même dans le titre, ne pas citer mon prénom. Parce que sinon, c'est le premier truc que je lis. Donc là, tu l'avais mis. Donc tu m'as dit de dire une jeune fille de 26 ans. Bonjour, j'ai découvert votre site par une amie thérapeute, j'ai regardé nombreuses de vos vidéos, super. Je souffre de maux de tête terribles depuis 4 ans. H24, jour et nuit, en intensité de 8 à 10 sur 10. Je ne travaille plus, difficile de bouger. Là, tu sais, on a l'impression qu'il y a de l'eau ou qu'il y a une masse là. Ça, tu l'as déjà fait, ça, j'imagine. Difficile de bouger car ça amplifie la douleur. Est-ce que ça a un lien? Oui, ça a un lien. C'est toutes les masses qui sont stagnantes dans ta cavité cérébrale. Il y a 6 ans, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire omnivore considéré comme sain et équilibré. J'ai perdu 35 kilos. Les maux de tête ont commencé à cette période, puis après de violentes crises de boulimie. Intéressant. Et depuis, j'ai repris 50 kilos. Je ne suis attiré que par les aliments mauvais, le salé et le sucré. J'ai beau essayer de me raisonner, rien n'y fait. Le pire reste les maux de tête, je suis épuisé. Depuis 1 an, je ne prends plus aucun médicament. De toute manière, rien ne me soulageait. J'ai toujours gardé le moral, l'espoir. J'essaie de cultiver la pensée positive. Ouais, mais
cultiver la pensée positive quand tu n'en peux plus. Mais depuis 4-5 jours, je me sens infiniment triste. C'est pour ça que j'ai eu envie de t'écrire. Je suis terrorisé à l'idée de perdre du poids et que ma peau ne se refasse pas, qu'elle pende. Alors attends, il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de, entre guillemets, t'expliquer ce que je pense qui s'est passé pour toi. C'est quelque chose d'assez classique, surtout quand on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire un régime yo-yo. Tu as perdu 35 kilos, d'accord ? Quand on perd du poids, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on a des graisses qui sont brûlées dans l'organisme. Pourquoi ? Parce qu'on s'alimente moins. Classiquement, quand on fait un régime, on s'alimente moins et finalement, eh bien, il y a on commence à brûler ces graisses pour s'alimenter, puisqu'il y a toujours besoin de sucre, la glycémie du sang doit rester stable. Donc, on s'alimente moins, on brûle des graisses. Il y a énormément de toxines qui sont rejetées dans l'organisme. Ces toxines, elles arrivent pou-prou au niveau des émonctoires, particulièrement au niveau des intestins. Au niveau des intestins, si le balayage intestinal n'est pas suffisant, que deviennent ces toxines ? Elles stagnent dans les parois de l'intestin et elles sont réabsorbées. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai dit qu'il y avait non, je t'ai rien dit, mais là je te le dis, hein, il y a un lien ténu au niveau nerveux entre congestion intestinale et congestion à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'élimination, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a énormément de produits toxiques qui sont arrivés au niveau des intestins. Et depuis, ils stagnent à cet endroit-là. Congestion intestinale massive. Congestion au niveau de la tête massive. Et pour moi, le seul moyen, entre guillemets, de t'en sortir, c'est de commencer à décongestionner ces intestins, particulièrement le côlon. Donc voilà, ça serait vraiment un truc, j'hésiterais même pas. C'est soit je peux me payer des irrigations coloniques et je vais en faire, mais 5, 10, 15, le nombre qu'il faudra jusqu'à ce que ces migraines, elles lâchent. Hein, et si c'est 20, c'est 20, parce que j'ai pas idée, jusqu'à ce que ces migraines, elles lâchent, et jusqu'à ce que vraiment, j'ai pas 5 sur 10 de douleur, mais j'ai 0 sur 10 de douleur au niveau de la tête et d'un. Si j'ai pas les moyens, je m'achète une poche à lavement, je m'installe un petit espace avec une petite natte, et j'apprends à me faire des lavements et à le faire circuler l'eau jusqu'au côlon ascendant, jusque là. Et c'est facile. Tu fais passer l'eau. L'idéal, c'est de se coucher sur le côté, sur le côté droit. Hein. L'idéal, c'est de se coucher sur le côté droit. Tu fais doucement passer l'eau de ton boc. Alors, quand on se fait des lavements comme ça à la maison, l'important, c'est de ne pas aller vite, hein, pas se précipiter. Il ne s'agit pas d'en faire le plus possible. C'est pas un concours. Hein. Il s'agit surtout que ça soit efficace. Moi, je prendrais un boc avec de l'eau. Si possible, tu mets un peu de chlorophylle liquide dedans ou un jus bien vert dedans, tu vois, par exemple, hein, que tu vas utiliser. Tu fais doucement passer l'eau, tu masses en même temps dans les zones. Donc tu commences à masser au niveau du sigmoïde, puis après tu remontes dans le côlon ascendant, puis après tu passes dans le côlon transverse, puis tu descends dans le côlon ascendant. Puis après tu fais des mouvements comme ça, en appui, doucement. Tu fais tourner dans ce sens-là. Tu peux vérifier un moment en agitant comme ça avec le doigt, tu vois. Là, en faisant ça, tu entends l'eau. Tu entends l'eau dans ton côlon et tu vérifies que l'eau est bien arrivée à ce niveau-là. Tu continues à masser, tu essayes de garder. Si tu as une petite crampe, à un moment, il a envie d'évacuer, tu essayes de respirer tranquillement pour le garder un maximum, pour le garder vraiment un maximum, histoire que ça imprègne tout ça. Et puis quand il s'agit d'aller évacuer, tu vas évacuer ça en massant un petit peu dans le sens inverse. Et puis ça, tu peux te le faire plusieurs fois par jour chez toi, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que ça lâche. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, tu as une quantité de matière. Quand quelqu'un fait un régime yo-yo, automatiquement, il va y avoir un afflux de matière important au niveau de ses intestins. Tu me dis que juste après ça aussi, tu as commencé à développer des crises de boulimie, une attirance vers les produits délétères. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un afflux maximum de toxines à ce niveau-là. Puisqu'il y avait un afflux de déchets, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des petits copains qui s'appellent Candida albicans et Patati qui sont arrivés. Pour faire quoi ? Pour nettoyer tous ces déchets. Et donc toute cette flore pathogène a amené à un déséquilibre de ton biote intestinal. Et on sait très bien que le déséquilibre du biote intestinal, c'est responsable de toutes les addictions alimentaire. C'est responsable aussi de l'altération de l'état psychique, cognitif, dépression, addiction, tout ça, c'est l'état des intestins. Quelqu'un vous parle de dépression, d'addiction, de névrose, de psychose. Les intestins. Il n'y a rien d'autre à dire, les intestins. On te parle de vécu de ta petite enfance et tout. C'est rien du tout, tout ça. Ça se passe dans les intestins. Il peut y avoir des circonstances de vie qui vont connoter plus ou moins quelque chose, mais ça reste tellement mineur par rapport à l'influence de notre sphère entérique, nos intestins, sur le psychisme. L'entéropsychologie, là, de plus en plus, s'intéresse à ça. Donc, moi, priorité au nettoyage. Et ça va dégager.
ça va dégager. De toute façon, ça ne peut que dégager. Parce que ce que je t'ai expliqué là, c'est tel que c'est fait. Donc de toute façon, ça ne peut que dégager. Donc pour moi, c'est à fond. Et puis changer ton régime alimentaire. Tu pourras manger autant que tu veux et changer ton régime alimentaire. Mais ça sera d'autant plus facile que tu auras nettoyé. Une poche de lavement, ça coûte 10 €. Et une natte ou un petit tapis, ça coûte que dalle. Alors. Oula, on va être tout juste, mais bon, je donne l'info. Ouais, on va faire les petites infos là. Ah, j'ai tardé à voir ce message. Donc c'est Carmélina, que je connais bien, qui a participé à plusieurs stages, qui est de Belgique, qui lance une initiative avec Julie, une Québécoise qui vit en Belgique, un premier week-end cru qui se passe du 26/09 à 17h au 28 à 17h. Ce week-end sera suivi d'un stage de jeûne de 2 semaines accompagné par Evelyne Kurt du 28/09 au 12/10. Ce sera également le premier stage de jeûne hygiéniste en Belgique. Voici les coordonnées. Pouvons-nous compter sur toi pour annoncer les 2 stages sur le site, s'il te plaît? Ouais, je le fais avec beaucoup de retard. Je te présente mes excuses. Je ne sais pas où s'était perdu ce message. Donc je vous donne les coordonnées. J'espère que je penserai à les mettre à l'écran. Mais sinon, pour la contacter, c'est eline.russo@yahoo.fr. Eline, ça s'écrit ELINE.russo, RUSSO, @yahoo.fr. Carmélina, je la connais très bien. Et donc, je recommande parfaitement tout cela. Et je suis ravi qu'il y ait ce genre d'initiative qui démarre en Belgique, surtout si c'est suivi d'un jeûne long encadré par Evelyne Courte, là aussi personne que je respecte énormément pour son expérience en matière de jeûne. Donc eline.russo, RU2SO, Eline ELINE, @yahoo.fr. Tu as mis des numéros de téléphone. J'imagine que tu veux que je les donne, donc je les donne. 0474 097 857. Et pour les Français, il suffit de faire 0032 devant. Nous sommes proches du nord de la France. Ok, voilà, les Français sont bienvenus. Ok, j'aurais fait passer l'annonce. Désolé vraiment pour le retard, vraiment désolé. D'ailleurs, à titre d'annonce, j'ai 2 autres choses à dire, puisqu'on m'avait demandé. Le week-end du 4-5 à Menetou-Salon, c'est à côté de Bourges. Il y a un salon qui se passe dans lequel j'aurais dû y être, mais je ne le serai point, mais je serai là. Alors c'est un peu plus compliqué, je devais y être en tant qu'intervenant. Je ne pourrais pas y être physiquement. Par contre, le vendredi soir, je serai présent via vidéo retransmission pour présenter une conférence et un immense question-réponse. On va faire ça par Skype. Donc toutes les personnes qui veulent venir à Menetou Salon, il y a les informations pour Menetou Salon qui sont dans la rubrique stage. Il y aura aussi François Royer qui est des incroyables comestibles et qui est un incroyable bonhomme que je vous conseille d'aller voir. Il y aura aussi le réseau des femmes semencières qui sera là. Ça sera une superbe rencontre. Je suis désolé de ne pas y être physiquement. Ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des événements qui ont fait qu'au dernier moment, on a dû annuler. Mais je serai présent pour les interventions le vendredi soir, peut-être le samedi aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, le vendredi soir, j'y serai. Et je serai ravi d'échanger avec vous. Il y aura une superbe conférence aussi. Donc voilà, j'annonce cet événement à Menetou Salon. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les pages stage, conférences sur le site. Et en termes de stage aussi, il y a 2 personnes, entre guillemets, de mon équipe, Silou, Cécile Versane et Joanne, qui animent un stage détox au Maroc qui se passe mi-novembre. Moi-même, j'avais pensé organiser un stage au Maroc cette année. Ça ne va pas être possible pour des tas de raisons, de circonstances. Ça ne va pas être possible. J'en suis désolé, mais c'est juste un projet remis. Voilà, on va le faire début 2015 ou quelque chose comme ça. On va l'organiser. Elles organisent un stage détox au Maroc.
super stage, où c'est vraiment du cocooning, on va se faire un hammam, machin, et puis massage, hammam, et puis relax un petit peu à proximité de Marrakech. Vous pouvez aller voir toutes les informations, donc je n'y serai pas présent moi-même, mais vous pouvez aller voir toutes, malheureusement, mais vous pourrez voir toutes les informations dans la rubrique stage du site. Voilà. Question de Yann. Mon garçon de 5 ans a de grosses douleurs aux jambes, souvent la nuit. Je pense qu'il grandit, et on est nombreux à se souvenir de ça lorsqu'on était petit. Difficile de soulager, on lui fait un massage d'huile de pâquerette maison, mais parfois on passe un vilain Doliprane. As-tu une idée pour le soulager? Moi, ces douleurs osseuses ne sont pas normales. Je refuse de penser que ces douleurs osseuses sont quelque chose de normal, entre guillemets. Ces douleurs osseuses de croissance. Pour moi, dans le corps, douleur égale erreur. Il ne peut pas y avoir de processus de croissance qui soit un processus de croissance douloureux. Je pense que c'est lié simplement déjà à des phénomènes de déminéralisation au niveau osseux, il me semble, qu'on a tous beaucoup, hein, plus ou moins, parce qu'effectivement, le capital minéral de nos générations, c'est génération après génération, le capital minéral, il s'écroule de plus en plus, c'est évident. Donc le capital minéral est vraiment dans les choux. Donc effectivement, il y a de plus en plus de douleurs au niveau croissance. Pour le soulager, il faudrait prendre des plantes antalgiques. J'ai rien qui me vient directement en tête là. Mais des plantes antalgiques, tu regardes plantes antalgiques sur le net. Voilà moi ce que j'utiliserais pour éviter le vilain Doliprane comme tu dis. Sinon, le petit père a aussi une bactérie dans la bouche qui rend les dents noires et qui ne part pas. On a essayé différentes choses, mais ça part pas. Il faut plus de cru et de jus dans son alimentation. De toute façon, s'il a une bactérie qui est dans la bouche, à titre personnel, je doute que ce soit cette bactérie qui donne cette couleur noire. Je pense que la bactérie, elle est présente et qu'il y a une couleur noire. Couleur noire pour laquelle cette bactérie apparaît, pour commencer à manger toute cette congestion, tous ces dépôts de produits toxiques qu'il peut y avoir au niveau des dents. De toute façon, la bouche étant la continuation de toute la boyauterie, ce qui se passe au niveau de la bouche, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau de la boyauterie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que certainement au niveau intestinal, c'est candidose, parasitose et ainsi de suite. Ça peut influencer le comportement cognitif de ton enfant, ça va influencer ses allergies. Si c'est un enfant qui est allergique, qui a des problèmes digestifs, qui a des sautes d'humeur, ça indique encore plus que c'est au niveau des intestins. Il faut plus de cru et de jus dans son alimentation. Moi, je dirais déjà qu'il faudrait commencer à nettoyer ses intestins. Il a 5 ans, tu peux lui donner un petit peu de balai intestinal. Moi, j'ai un petit peu de psyllium, un petit peu de balai intestinal, tout doux avec les enfants, hein, vraiment tout doux, et puis en accord avec lui, hein, bien sûr, très très doux. Mais moi, je commencerai à nettoyer à ce niveau-là. On va faire un nouveau sujet sur les candidoses, puisque ça revient sans cesse. Plus de jus, oui, dans son alimentation, bien sûr que ça va aider énormément. Plus de cru, s'il est volontaire, ça serait une très très bonne idée aussi. Mais avant tout, nettoyer les intestins. Moi, cette bactérie, c'est avant tout nettoyer les intestins. Après, pour répondre vraiment à ce problème de bactéries dans la bouche, moi, je me ferai des bains de bouche avec du bicarbonate de soude. Ça va bien aider. Ben, je pense que le bicarbonate de soude, surtout pour un enfant de 5 ans, ça sera certainement le choix le plus légitime. Ensuite, question de Annick. Bonjour Thierry, tout d'abord merci pour tes enseignements riches en informations et ta pédagogie. Mais, et oui il y a un mais, en écoutant une de tes vidéos, je suis un peu choqué par le fait que tu conseilles des personnes à se grouper pour bénéficier de prix de gros. Et ce après avoir dit que vous aviez passé un excellent moment lors d'une animation dans un magasin bio de Besançon. Ne penses-tu pas qu'il serait plus judicieux d'orienter les personnes vers les petits magasins bio qui eux se battent pour apporter du bio dans les petites villes ou les quartiers, auprès des personnes âgées ou autres qui ne peuvent pas se déplacer? Aujourd'hui, elles ont du mal à se maintenir face à la grande distribution et ces phénomènes de groupement. Ces boutiques qui ont aussi un rôle de service de proximité ne devraient pas seulement être là pour le dépannage. Je n'ai pas de magasin personnellement, mais il ne suis pas de Besançon. J'espère que dans une des vidéos, tu en parleras. Ben, tu vois, c'est fait. C'est fait. C'est compliqué comme question. C'est compliqué. Je pense que les petits magasins sont nécessaires dans la structuration actuelle de la société. Je pense que dans un futur proche, ils ne seront plus nécessaires. C'est-à-dire, ces petits magasins ne sont que des intermédiaires.
ils sont des fabuleux intermédiaires qui jouent un rôle dans notre société complètement atomisée, dans lequel le tissu social a complètement disparu, dans lequel il n'y a plus d'entraide, ou très peu d'entraide, ou trop peu d'entraide. Et effectivement, ils jouent un rôle essentiel. Mais oui, pour moi, les groupements, la réappropriation, la fonction des AMAP, le lien direct est pour moi primordial. Et je veux dire, je comprends bien qu'il y a des gens qui font ça avec cœur. Hein, mais ils peuvent faire avec cœur aussi des groupements d'achat. Hein, dans lequel finalement tout le monde est gagnant. Hein. C'est-à-dire que le problème avec tout cela, c'est que plus on multiplie les intermédiaires, et plus il y a de l'argent qui est généré, et c'est-à-dire du profit qui est généré, au détriment du producteur. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que le maximum de valeur ajoutée devrait revenir au producteur. Ça, pour moi, c'est la logique même. Donc, tout ce qui favorise un lien direct, pour moi, est à valoriser. Après, tu me dis, voilà, ils assurent un commerce de proximité. Et qu'est-ce qui empêche que quelqu'un qui a un commerce, plutôt, devienne distributeur à vélo de ses produits? Hein, s'il veut vraiment faire un service, il prend son vélo avec une petite remorque derrière et il va apporter aux personnes qui ont du mal à se déplacer et ainsi de suite, il va apporter des produits. Il y a nécessité de repenser totalement notre économie. On ne pourra pas faire l'économie, l'économie pour le coup, on ne pourra pas faire l'économie de la refonte complète de notre système économique qui est un système pyramidal avec un maximum d'intermédiaires qui trouvent de la valeur dans quelque chose qui n'est pas du travail ou du produit. C'est juste du dématérialisé, c'est-à-dire que quelqu'un fait du stockage simplement et il obtient une plus-value importante qui n'est pas en rapport avec le travail effectué. Ça, c'est complètement anormal. Ça, c'est Mammon, c'est Babylone. Ça n'a rien à voir avec l'économie régénérée. L'économie régénérée, il y a le producteur, il y a celui qui va consommer et le lien est le plus direct possible entre les deux. Après, des missions de service, des services à la personne et tout, il y en a à développer. Il y en a bien sûr à développer. Et c'est certainement vers ça qu'on doit aller. Mais les petits magasins de proximité, je trouve ça bien joli, sauf que la réalité, des fois, elle est un peu désastreuse. Ouais, je ne suis pas pour l'angélisme par rapport aux petits magasins, les bons petits magasins de proximité. Il y a des gens qui font du très bon travail, il y en a qui ne le font pas. S'ils sont un lien direct entre le producteur et le consommateur, c'est parfait. S'ils ne sont que des énièmes revendeurs d'une chaîne qui prennent un pourcentage sur les produits, je trouve que c'est malvenu. C'est malvenu. Moi, je me souviens avoir visité, là, mais il y en a d'autres en France, mais à Québec, Accommodation Bio, par exemple, à Québec. Je leur refais un petit coup de pub, parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'ils faisaient. Non, mais attends, eux, ils ont la ferme, ils vendent, c'est un point de vente de la ferme. Ça, c'est fabuleux. Si les magasins bio deviennent des points de vente de fermiers, parce qu'effectivement, les gars, ils n'ont pas envie de passer leur temps à vendre leurs produits, donc ils se regroupent. Ils se regroupent à plusieurs, par exemple, et ils ont un point de vente fermier. Je pense à Fort-Calquier aussi. À Fort-Calquier, il y a Univers Paysan, c'est super. Univers Paysan, c'est juste à côté de la Biocoop, c'est super, ce sont des producteurs locaux qui se sont réunis pour distribuer leurs produits et ils tiennent la caisse à tour de rôle. Et ça, c'est fabuleux. Voilà un petit peu le modèle du magasin auquel je rêve. C'est vraiment ça. Accommodation Bio au Québec, Univers Paysan à Fort-Calquier, il doit y en avoir des tas d'autres à travers la France. Ça, c'est un modèle économique, je pense, qui est pérenne, qui est vraiment pérenne, stable et équitable. Et c'est vers ça je pense qu'on devrait s'orienter. Ça, c'est mon humble avis. Alors, une question de Sandy. Merci Thierry. Aurais-tu, s'il te plaît, une recommandation de vidéo pour mieux comprendre le processus acide-alcalin? Comment un sentiment peut avoir une influence sur le pH du corps? Il y a tellement de vidéos, je ne sais pas où donner de la tête. Oui, il y en a beaucoup de vidéos. Il y en a beaucoup. Je sais, on est en train de finir la refonte du nouveau site et on se rend compte qu'il y a beaucoup de vidéos. Alors, bon, les plus anciennes, je les laisse plus pour l'anecdote, pour le beau vieux temps, quand j'avais une tête de moribond. Le bon vieux temps quand j'avais une tête de moribond. Non, puis pour montrer aussi que, je sais bien qu'on n'est pas sur l'exemple, mais que ça marche prodigieusement bien, même parce que ma vie actuelle, en 4-5 ans, pour quelqu'un qui était promis, même pas en 4-5 ans, en moins de 4 ans, première vidéo, je dirais même en moins de 2-3 ans, parce que ça a bien redémarré. La première année, ça n'a pas vraiment bougé. Les 2 premières années même, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que comme j'avais subi beaucoup d'interventions dentaires, le stress post-traumatique était très important. Et ensuite, ça témoigne vraiment d'une évolution, et ça, c'est magnifique. Je pense que ça peut être très inspirant, donc c'est pour ça que je les laisse. Non, alors, comment un sentiment peut avoir une influence sur le pH du corps? En fait,
c'est pas tant un sentiment que la réaction physiologique du corps à un sentiment qui est donné. C'est-à-dire que si tu as peur, par exemple, ou si tu as de la colère, eh bien, le corps va réagir à ce sentiment en ayant une adaptation physiologique qui passe souvent par un processus dit adaptation, qu'on appelle le stress. Le stress est un processus physiologique d'adaptation. Paraît-il, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un bout de vidéo où il y a un gars là, qui fait des longues phrases alambiquées, je ne suis pas certain qu'il y comprenne lui-même ce qu'il dit, qui prétend que c'est aberrant de dire que le stress est un processus adaptatif. Je veux dire, c'est bien gentil, on peut dire à peu près n'importe quoi sur YouTube. Il suffit qu'il aille s'intéresser un petit peu à la physiologie. J'ai travaillé quand même avec des médecins qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Le stress est un processus adaptatif dans l'organisme qui met en branle tout un processus qui passe par une hormone principalement qu'on appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone anti-inflammatoire, mais ces sentiments, ces émotions, eh bien, ils vont créer une réaction catabolique dans l'organisme. Et c'est ce catabolisme qui est producteur d'acide dans l'organisme. Quand il y a adaptation par le stress, il y a aussi catabolisme qui va se produire. Catabolisme, pourquoi? Parce que le cortisol a cette propriété finalement eh bien de couper les apports extérieurs, c'est-à-dire que l'assimilation, la digestion, l'utilisation ne vont moins bien se passer et par contre on va commencer à utiliser nos propres ressources, donc catabolisme, libération d'acide par le catabolisme des masses graisseuses qui étaient en stagnation dans l'organisme. Et donc c'est ça qui produit des acides dans l'organisme principalement. Ensuite il y a élévation du métabolisme. Quand il y a un sentiment qui n'est pas adapté, qui n'est pas dans l'ordre des choses, parce qu'effectivement il y a des sentiments qui sont bons et anabolique pour l'humain, parce que nous sommes faits pour ça. L'amour, le service, le pardon. Le pardon est quelque chose, est une force de guérison qu'on ne peut pas imaginer. Le pardon, la repentance, tout ça, ce sont des forces de guérison qui vont créer un processus anabolique, anti-inflammatoire, qui va calmer le corps et profondément le désenflammer. Et à l'inverse, il y a des processus qui sont négatifs pour le corps, des processus cognitifs. Et il y a une réaction du corps, qui se voit très bien en kinésiologie aussi, par exemple. Il y a une réaction du corps à des sentiments qui sont des sentiments négatifs. Et cette réaction du corps, ça va être un processus catabolique. Donc c'est comme ça que les sentiments créent de l'acidité dans le corps, tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura répondu. Mais bon, je vais la mettre de côté, ça peut être l'objet d'une vidéo très très intéressante. Tiens, potimarron, une question sur le potimarron. Tiens, on change de sujet. Hello tout le monde et Thierry. C'est une question de Jojo. J'aimerais savoir ce que vous pensez des potimarrons en jus, car il se dit qu'ils sont pleins de phytoestrogènes qu'il faut éviter surtout en cas de dysbiose. Qu'en pensez réellement? On peut le prendre en jus ou le manger cru? C'est un fruit, il me semble, pas un légume. Ouais, c'est un fruit. C'est un fruit, c'est ce qu'on appelle un fruit-légume. Bon, alors ça n'a pas le juteux d'une pastèque, quand même, faut pas. Mais c'est une cucurbitacée comme les pastèques. Je demande car Thierry ne parle jamais de ce fruit et je ne sais qu'en penser. Alors, le potimarron. Le potimarron, ça se mange râpé, ça se mange cru, bien sûr, cru, râpé, en salade, ça se mange très très bien. En jus, je ne pense pas que ça donne beaucoup de jus, le potimarron. J'essaierais plutôt la courge musquée, la musquée de Provence ou le butternut. Mais enfin, globalement, ce ne sont pas des produits qui vont donner beaucoup de jus. Tu le vois, quand tu le manges, c'est pas très très juteux. Je ne savais pas qu'il contenait des phytoestrogènes, qu'il fallait surtout les éviter en cas de dysbiose. Ouais, je vois pas l'influence des phytoestrogènes. Moi, je le mangerais cru. Les meilleures recettes que je connais avec le potimarron, c'est du potimarron râpé. C'est très très bon. C'est très très bon. Ça change bien de la carotte. C'est une très belle couleur. Puis ça a un goût plus plein, surtout de châtaigne un petit peu, qui est vraiment délicieux. Voilà, moi, c'est pas trop mon truc. Je t'avouerai que tout ce qui est un petit peu trop fibreux, parce qu'il y a quand même pas mal de fibres dans le potimarron. Bon, c'est pas trop mon truc. Mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient énormément. Alors après, tu vois, les goûts qui correspondent aux besoins, c'est pas qu'on te dit les goûts et les couleurs. Non, c'est les besoins. J'ai pas forcément les mêmes besoins qu'un autre. Effectivement, moi, le potimarron, c'est pas mon truc, mais je pense que c'est un excellent aliment. Tiens, encore une question de Sandy. Bonjour Thierry, je te renvoie ce message pour lequel j'ai eu un message d'absence pour cet été disant qu'il allait être supprimé. J'aimerais beaucoup obtenir une réponse. Tu fais bien d'insister. J'ai regardé la vidéo postée avant les vacances et tu faisais allusion à une remise en cause de la théorie de l'évolution de Darwin.
pourrais-tu me préciser ta pensée? Qu'est-ce que je veux préciser ma pensée? C'est que la théorie de l'évolution de Darwin n'est qu'une théorie. C'est une théorie qui défend une idéologie. L'idéologie de l'évolution de Darwin, c'est que le monde entier, l'histoire de l'humanité ne pouvait aboutir qu'à une seule chose, c'est l'homo modernicus, hein, avec sa tablette à la main et son téléphone 4G qui est en train de lui griller les testicules dans la poche. Donc, ça, c'est la théorie de Darwin, c'est-à-dire qu'il y a évolution permanente. La théorie de Darwin ignore une chose. C'est qu'il y a un nombre fixé d'éléments dans cette création, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Il y a un nombre fixé d'éléments. Ce nombre fixé d'éléments n'a jamais évolué. C'est l'opposition qu'il y a eu entre Pasteur et Béchamp. Béchamp a montré que nous n'assistions qu'à des recombinaisons, alors des recombinaisons adaptatives, et c'est là où il y a du génie, c'est-à-dire qu'il y a de l'évolution dans le fixisme. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une quantité donnée d'éléments et il y a de l'évolution dans ce fixisme par recombinaison et adaptation. Mais ce n'est pas de l'évolution, c'est de l'adaptation. Mais le pool principal, si tu t'intéresses aux travaux d'Antoine Béchamp, tu te rendras compte que le pool principal d'éléments, eh bien, il est invariable. Et il a été... Enfin voilà, là on rentre dans la grande question. Comment est-ce qu'il est arrivé, ce grand pool? Alors, je suis, quant à moi, convaincu, par conviction, hein, que ce grand pool, il a été créé, il a été donné par Dieu, tel quel. Hein, et donc il y a eu un pool de matière qui a été apporté, et à partir de cela, eh bien, il y a eu évolution, adaptation permanente. La théorie de l'évolution, elle postule énormément de choses, on pourrait faire toute une vidéo, il y en a plein, Internet, des vidéos qui démontrent cette grande supercherie, hein, mais qui montrent que finalement, il n'y a pas de génération de choses nouvelles. Il n'y a aucune génération de choses nouvelles. C'est un peu comme si tu prenais un mécano, hein, et puis que tu fais des recombinaisons, tu changes telle petite chose. Et l'expression va être un petit peu différente et tu as l'impression qu'il y a eu évolution. Il n'y a pas eu évolution. Darwin, pasteurisme, ça ne sert qu'une seule chose, c'est la pensée moderne, c'est-à-dire l'évolution, l'espèce d'inéluctable évolution de l'humain, et ça sert surtout à une chose, la prépondérance de l'intellect humain qui se croit créateur. On me dit, oui, on est créateur de notre vie, on est créateur de rien du tout. La seule chose qu'on peut créer, hein, par notre ignorance et notre méconnaissance des lois physiologiques, c'est des cancers, des morts, des accidents, de la violence. Ça oui, ça, de ce côté-là, on est super fort pour créer. Mais alors, pour créer quelque chose de beau, non, on le laisse, parce que c'est quelque chose qui est donné. La nature profonde de l'humain, elle est bonne, elle est douce, elle est aimante, elle est dans le pardon, elle est dans la repentance. Il n'y a rien à faire pour que ça émerge. On croit que, je suis bon, j'ai aimé. Mais non, c'est juste que tu as arrêté de ne pas aimer. Tu as arrêté de détester. Tu as arrêté de bannir et de honnir. Tu as réussi à calmer ce flot d'acidité en toi, et ce qui a émergé, mais c'est pas ton mérite, c'est que c'est juste naturel. C'est quand tu arrêtes de tenir un bouchon sous l'eau de force, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte à la surface. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand tu arrêtes de te maintenir dans un état de colère, simplement avec ton mode de vie, ton alimentation et tes pensées négatives, et bien qu'est-ce qui remonte à la surface? Un bouchon d'amour. C'est juste ça. Ce sujet m'intéresse énormément, d'autant plus que le grand nombre de personnes ne se servent de cela pour remettre en cause le cridivorisme. Un argument qui revient fréquemment est celui des Inuits qui ne mangent que de la viande et qui sont en pleine forme, bien adaptés à leur environnement. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, c'est que les Inuits ne mangent pas de viande. Oh, les Inuits sont végétariens. Wow, la folie. Non, ils ne sont pas végétariens, ils auraient du mal, mais ils ne mangent pas de viande. Ils mangent principalement de la graisse. Et heureusement. Parce que s'ils se nourrissaient de viande, là, ils seraient profondément malades. Pourquoi? Parce que l'organisme humain n'est pas adapté au traitement de l'acide urique produit par toute cette consommation de produits protéinés. L'être humain n'a pas besoin de protéines dans les quantités qu'on lui dit. Il a besoin de très peu de protéines pour son développement musculaire, pour sa croissance et son métabolisme. Il a besoin d'une petite quantité, oui, certainement, mais pas d'une quantité colossale comme on essaye de nous laver le cerveau. Si les Inuits consommaient de la viande en très grande quantité, ils mourraient très tôt de crise de goutte et ainsi de suite. Ils mangent de la graisse. Ils mangent de la graisse de baleine principalement. Et on sait très bien que les produits gras et les sucres ont en commun quelque chose, c'est qu'ils ont exactement les mêmes éléments chimiques. Carbone, hydrogène, oxygène. Pas dans les mêmes proportions. C'est ce qui fait que les Inuits, n'ont pas une durée de vie extraordinaire, loin de là. Ils sont en grande forme, bien sûr. Mais ça, tu sais, on va clore avec ça. Soyons clairs.
Si tu te mets chez toi, samedi, à manger la graisse de baleine, hein, tu n'auras pas la forme d'un Inuit. Pourquoi? Parce que les Inuits, alors les Inuits traditionnels, parce que maintenant les pauvres, faudrait les voir, vu ce que l'homme moderne, cher à Darwin et à Pasteur, a réalisé, il les a transformés enfin voilà, il les a transformés. Mais actuellement, donc, il y a un gros problème d'addiction à l'alcool, au sucre raffiné, et ainsi de suite. Pour asservir un peuple, de toute façon, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On leur apporte l'alimentation moderne. C'est l'arme de destruction massive la plus importante. Je veux dire, c'est même pas la peine de faire la guerre. Tu balances l'alimentation moderne, ça tue à petit feu et en plus, tu n'es pas accusé d'agresser l'autre. Donc c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les Occidentaux en Afrique? On leur apporte la bonne parole et le lait. Hein? Et ben voilà. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On les tue à petit feu. Donc, les Inuits, c'est comme l'histoire du régime Okinawa. On dit, ouais, les gens les plus âgés de la planète, ils mangeaient du riz. En vérité, ils mangeaient de la patate douce, mais on s'en fout. Ils mangent du riz ou de la patate douce. Donc, il faut manger du riz et de la patate douce pour vivre vieux. Hein, c'est faux, c'est archi faux, c'est encore fallacieux. Ça prouve vraiment que la pensée dialectique est loin derrière nous et qu'il s'agit de retrouver un petit peu cette science de la réflexion, un petit peu chère aux Grecs anciens. Les gens qui sont à Okinawa se couchent avec les poules, vivent au grand air en permanence, vivent une vie de travail physique intense, boivent de l'eau pure, sont soumis, en tout cas ceux auxquels on pense, parce que je ne sais même plus comment ça se passe à Okinawa, ne sont soumis à très peu de stress, vivent une vie clanique, une vie tribale, entre guillemets, extrêmement riche, et mangent du riz. Voilà comment ça se passe. Et ça ne suffit pas, finalement, à... Hop, j'entends une voiture. Ça ne suffit pas à contrebalancer l'effet négatif de manger une colle, parce que c'est une colle, le riz est une colle pour les intestins, ne vient pas contrebalancer, loin de là, parce que la santé est une affaire de multiples paramètres. Et effectivement, c'est le gars qui n'a pas une super alimentation, mais qui a une vie très très active, qui vit dehors, qui se couche à la bonne heure, et ainsi de suite, il va bien tirer son épingle du jeu. Hein, mais c'est pas en consommant des produits délétères que tu vas avoir la même santé que lui. Ça ne peut pas marcher, d'accord? Mais c'est exactement pareil. Ça, c'est degré zéro de la réflexion. Okinawa, les Inuits, nous sommes en adaptation. Ok, l'humain peut s'adapter. Est-ce qu'il est fait pour ça? Est-ce qu'il prospère dans ces conditions? Non. Il peut s'adapter dans des conditions difficiles. Par contre, c'est pas pour son meilleur. Les Inuits ne sont pas en pleine forme, c'est comme on dit, hein, les Maasai, ce sont des grands guerriers. Les Maasai, ce sont des tellement grands guerriers qu'ils s'entretuent, je crois que l'espérance de vie est de 47 ans ou de 48 ans. Ça prouve qu'il y a un petit problème. Les Inuits meurent de maladies cardiovasculaires, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'avec toutes les graisses saturées qu'ils consomment, au moment où ça ne peut pas marcher, ils n'ont pas le choix. Ils fonctionnent avec ça. On peut fonctionner sur les graisses plus qu'avec les sucres, sauf que ça a des conséquences métaboliques lourdes pour le corps humain. Voilà, alors ça, hop, on y a répondu. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Tiens, petite question psyllium. Je sais que l'information est présentée sur le psyllium blond, mais j'ai peur de faire... Alors, c'est une question d'Anthony. J'ai peur de faire une bêtise en prenant du psyllium alors que je suis en régime sans résidus strict prescrit par mon gastro. J'ai peu confiance au traitement actuel pour une rectocolite. Merci énormément pour votre travail. Rectocolite hémorragique, inflammation du rectum et du côlon, inflammation par les produits acidification. Et la meilleure solution, c'est l'alcalinisation. Et donc l'alcalinisation, ça passera par les jus. Le régime sans résidus, bon, déjà, le psyllium, c'est des fibres vraiment très très douces qui vont certainement peu altérer ta muqueuse. Donc moi, je tenterai, puis tu vois si ça passe ou si ça passe pas. Mais la solution, c'est pas de supprimer les fibres. Les traitements pour la rectocolite actuellement ne marchent pas, puisque ce sont des traitements de corticoïdes, ça ne traite pas la rectocolite. J'aimerais bien qu'on arrête de dire qu'on traite une maladie quand on supprime un symptôme. On ne traite pas la maladie. On n'apprend rien de la maladie. On supprime le symptôme, c'est tout. Et on est devenu très très fort pour supprimer les symptômes. Donc, non, moi, psyllium, j'essaierai. Mais ça, c'est le grand souci actuel. Hein. On va s'arrêter là, parce que là, c'est le grand souci actuel.
confond tout. On confond tout. C'est la grande inversion actuellement. C'est la grande inversion des valeurs, des connaissances, et on nous fait prendre des vessies pour des lanternes en permanence. Et ces histoires-là de rectocolite, par exemple, et on prend des anti-inflammatoires pour empêcher les rectocolites, ces histoires d'Inuit, de Maasai, de régime crétois, pardon. Tout ça, c'est juste une offense à la réflexion saine, à la belle réflexion. Et c'est pour ça que j'espère qu'au travers de ces vidéos, j'ai pas la prétention de dire que là on fait de la belle réflexion, on essaye simplement de ne pas se laisser emmener par le bout du nez à partir finalement de dogmes, de croyances et d'adhésions, et d'aller directement interroger la physiologie. J'espère qu'on y arrive, en tout cas je m'y emploie vraiment. Plus grand des combats, c'est de lâcher la peur et l'ignorance. Une fois qu'on a lâché la peur et la culture de l'ignorance, je pense qu'on est déjà guéri. Donc il n'y a rien à lâcher. Il y a rien à lâcher. Rechercher la vérité en permanence, je crois que ça doit être un chemin de vie. Et vraiment, j'encourage tout le monde, ça paraît une banalité, ça paraît un truisme de dire quelque chose comme ça, mais de rechercher sans cesse la vérité. Chercher, et parce qu'il y a une vérité. Il y a une vérité physiologique, il y a une vérité biologique, il y a une vérité spirituelle. Il y a une vérité. Il n'y en a pas 36, on vit dans un monde du relativisme tiède, et tout ça, ça n'a été fait que pour nous perdre encore et encore. Il y a une vérité, et franchement, s'il y a une chose que je peux souhaiter à chacun, c'est de ne rien lâcher pour trouver cette vérité, parce que la vérité, elle guérit, elle libère, elle donne la joie, elle révèle la joie, et elle révèle notre nature propre. Bonne régénération, bonne vérité et bonne liberté.